Bonjour Christophe, Bonjour Clément. tu es responsable des études économiques, alors j'espère que je prononce bien, au CDES, je ne sais pas comment on prononce, au CDES, au CDES, c'est-à-dire au Centre de droit et d'économie du sport qui est basé à Limoges. Oui, Est-ce tout à fait. que, voilà, est-ce que du coup tu peux nous expliquer en préambule en quoi consiste ton travail et puis si tu as envie effectivement d'ajouter des éléments biographiques, comment tu en es arrivé là pour te présenter, n'hésite surtout pas. Oui, bah écoute, alors, en deux mots sur le CDES. Alors il y a deux écoles, hein. Il y en a CDES et GDES. Nous, on est plutôt team CDES. D'accord. Donc, le Centre de droit et d'économie du sport développe ses activités dans trois grands domaines. Mhm. Le domaine originel qui est celui de la formation. Nous avons aujourd'hui cinq formations diplômantes, un master 2 en droit et en économie du sport, D'accord. deux diplômes universitaires, l'un à l'attention d'anciens sportifs et sportifs Mhm. professionnels dans différentes disciplines, Mhm. un autre pour les gestionnaires d'enceintes sportives et deux autres diplômes universitaires internationaux, l'un en gouvernance sportive et l'autre pour les footballeurs et footballeuses internationaux D'accord. euh, pour les accompagner dans leur reconversion. Nous avons également d'autres formations, je dirais plus ponctuelles pour notamment des fédérations sportives ou des dirigeants sportifs, ainsi qu'une formation certifiante en management stratégique de la crise, quel que soit le type Mhm. de crise. Donc, de Mhm. la formation, premier grand domaine d'activité. Deuxième grand domaine d'activité, des études et du conseil, études à dominante économique ou socio-économique et du conseil juridique à travers un cabinet d'avocats qui est D'accord. composé de différents avocats associés qui ne travaillent que sur le droit du sport ou le droit appliqué au sport. Mhm. Et un troisième grand domaine d'activité qui est tout ce qui va concerner la recherche et les publications, notamment beaucoup assuré par les universitaires qui œuvrent au sein de notre laboratoire de l'Université de Limoges et qui donc font des recherches en droit et en économie du sport. Et donc pourquoi je reparle des activités du CDES? Parce qu'en fait, du coup, moi, dans ce collectif d'une trentaine de personnes, je suis plus particulièrement chargé donc de deux aspects. Je dirige le département des études économiques, donc ça nous amène à travailler sur différents sujets et je crois qu'on va revenir Mhm. sur cet élément-là dans le cadre de notre discussion. Trois grands domaines d'activité dans les études, tout ce qui va être l'impact économique et social du sport, tout ce qui va toucher au développement territorial par le sport et tout ce qui va être la régulation du sport professionnel. Donc moi j'interviens beaucoup sur cet aspect-là des choses en dirigeant le département et en travaillant avec mes camarades sur les différents sujets qui sont les nôtres. Et je suis également directeur de l'une de nos formations, donc la formation qu'on développe avec l'UEFA Mhm. pour la reconversion des footballeurs et footballeuses de différents pays du monde. Et donc effectivement, je suis plus particulièrement chargé de ces deux aspects-là, mais j'interviens aussi un petit peu sur l'ensemble des activités, puisque chez nous, on touche un petit peu à tout, c'est ce qui fait la Mhm. richesse de notre structure. Et comment j'en suis arrivé là? Moi, je suis économiste de formation. Mhm. J'ai un master 1 en économie, complété un master 2 en management des collectivités territoriales et d'un autre master 2 en droit et en économie du sport. Ok. Une première expérience professionnelle au sein d'une ligue régionale de judo, en l'occurrence. J'étais salarié de la Fédération française de judo, mis à disposition de la Ligue de Franche-Comté, Mhm. puis de la Ligue de Franche-Comté et de la Ligue de Bourgogne. J'y ai travaillé pendant plus de 3 ans. Et ensuite, donc, je suis revenu à Limoges, puisque je suis limougeau, et donc je suis revenu au CDES, où j'avais effectué un stage et un petit contrat, un petit CDD estival, Mhm. voilà, pour y exercer les fonctions que j'occupe aujourd'hui. Ok. Est-ce que dans tes collaborateurs ou les gens qui passent ou qui sont passés par le CDES, donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont issus du tennis? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on est tous fans de sport, pratiquants sportifs, alors à des niveaux plus ou moins élevés. On a une triathlète dans l'équipe qui est à un très 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 bon niveau. On a des pratiquants plus du dimanche, on va dire. Ouais. Mais oui, on a des gens qui sont passés dans l'univers du tennis, soit en tant que simple pratiquant, mais aussi en tant que dirigeant. Et notamment, on a l'un de nos avocats qui est président d'un club à Castelginest, pour ne pas le citer. Donc, il doit Ok. être en banlieue toulousaine. Il nous en parle Mhm. souvent. Donc oui, effectivement, on a un lien avec le tennis, mais qui est un lien personnel, puisque c'est Mhm. l'un de nos avocats qui est effectivement président de ce club-là.
D'accord, ok, parce que je crois savoir que tu as aussi travaillé avec la branche hein, du sport, notamment sur la convention collective nationale du sport. Donc tu t'es plongé aussi un petit peu là-dedans. Ma première question était ben, finalement comment on mesure la santé d'un sport et du coup quels sont les indicateurs qu'on prend en compte et est-ce que pour le tennis en fait les indicateurs sont au beau fixe, ils progressent? Est-ce que le tennis est en bonne santé? Oui, alors l'un des indicateurs en France, on a un indicateur qui est celui de la licence sportive. Hmm. C'est vrai que quand on veut analyser l'état d'une discipline, on se base souvent sur combien y a-t-il de licences sportives dans une discipline ou globalement d'ailleurs pour analyser l'état de santé du sport, on utilise souvent le sujet de l'évolution du nombre de licenciés. Bon, Hmm. c'est une partie seulement du spectre. Alors pour les Vas-y. fédérations, évidemment, c'est important puisque les fédérations sont des fédérations de clubs et qu'au sein des clubs, il y a des adhérents qui, pour leur très grande majorité, sont des licenciés. Donc pour une fédération, évidemment que l'indicateur de la licence est important et ce d'autant plus que la licence constitue souvent une part importante du modèle économique fédéral, même si pour le tennis, on va en rediscuter, c'est pas forcément le cas puisqu'il y a un modèle économique un peu particulier. Donc premier indicateur, c'est souvent la licence. Mais c'est pas un indicateur qui est forcément très pertinent seul. Évidemment que c'est intéressant d'évoluer d'évaluer pardon l'état de développement de la discipline à travers l'évolution du nombre de licenciés, mais effectivement, il serait intéressant de pouvoir aussi s'arrêter sur d'autres indicateurs. Je parlais de modèle économique, bah, voilà, avoir une analyse sur l'état de santé économique des clubs, sur leur modèle économique, est-ce qui repose majoritairement sur des fonds privés, sur des fonds publics, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il est fragile, Hmm. etc. Ça pourrait être intéressant en complément du nombre de licenciés, tout comme il pourrait être intéressant de s'arrêter sur la structuration globale des disciplines à travers notamment l'évolution de leur volume d'emploi ou de leur nombre de professionnels qui sont engagés. Je parle de professionnels parce que certains sports, et c'est le cas un peu du tennis, cumulent à la fois de l'emploi salarié et de l'emploi à Bénévole? travers des travailleurs indépendants. Ah, Voilà, pardon. donc en fait, l'indicateur de la licence, il est intéressant, mais il est difficile à prendre en compte de façon unique, même si pendant très longtemps, ça a été un peu le totem, et on a un peu analysé uniquement l'état de santé des sports et du tennis en particulier à travers cet indicateur. Et pour répondre à ta question, est-ce que le tennis va bien? Bon, je dirais pas. Oui, je pense que le tennis va globalement pas trop mal. Alors, on sait qu'il y a une concurrence très forte entre les fédérations et entre le sport licencié et le sport non licencié. Donc, il y a toujours des difficultés ou des challenges. Passé la crise Covid, le nombre de licenciés a plutôt été à la hausse. Hmm. Sur la dernière saison close, d'ailleurs, il y avait quand même une hausse qui était relativement substantielle, parce que je crois qu'on était à plus 5% hein, sur la dernière saison close, donc entre 2023 et 2024, qui est la dernière saison close, même si on est bientôt proche de la saison, fin de saison 2024-2025. Entre 2023-24 et 22-23, il y avait une augmentation de 5% du nombre de licenciés, avec aussi un taux de renouvellement qui était loin d'être anodin, puisque je crois qu'on était autour d'un quart de nouveaux licenciés entre les deux saisons. Donc la fédération se porte pas trop mal, mais effectivement, elle est aussi un peu challengée parce que bah, se pose la question de savoir est-ce que le sport licencié répond pleinement aux aspirations et aux attentes des pratiquants aujourd'hui. Oui. La Fédération française de tennis, comme d'autres, a aussi un concurrent bah, bon, qui est d'ailleurs à la fois concurrent et une pratique complémentaire à travers le développement du sport privé marchand, Mhm. notamment du padel. Mhm. Voilà, et donc en fait, c'est à la fois un concurrent, mais aussi une opportunité de développement, puisque le padel, tout comme le pickleball d'ailleurs, fait partie des disciplines pour lesquelles la FFT a l'agrément. Donc, je dirais que la Fédération française de tennis est plutôt en bonne forme à travers l'analyse de ces agrégats-là, et elle est aussi en bonne forme à travers son modèle un peu particulier, puisque son modèle économique repose en grande partie sur les subsides qui proviennent de Roland-Garros. Ça en fait un modèle un peu unique
puisque la FFT, grâce à l'argent dégagé et aux marges dégagées sur Roland-Garros, finance très largement le développement du tennis en France. On parle de combien de bénéfices chaque année? Alors moi j'avais vu un chiffre, mais il est peut-être totalement faux. Je crois qu'elle fait plusieurs millions de bénéfices. Il me semble que c'était 17 ou 18, mais à ne pas confondre avec les 300 millions, si j'ai bien compris, de chiffre d'affaires de Roland-Garros, mais peut-être que c'est pas les bons chiffres. Ouais, alors j'aurais pas en tête, j'ai pas en tête précisément le montant des bénéfices. Effectivement, les 300 millions dont tu parles, un peu plus de 300 millions dont tu parles, c'est plutôt le chiffre d'affaires. C'est-à-dire Oui. l'ensemble des revenus qui sont générés par Roland-Garros, donc à travers la billetterie, à travers le sponsoring, à travers les ventes de produits dérivés, etc. Et c'est effectivement pas à confondre avec le bénéfice, puisqu'en fait, le chiffre d'affaires, ça sert aussi à payer un certain nombre de charges, parmi lesquelles les dotations qui sont versées aux Oui. joueurs et aux joueuses, mais Oui. aussi bah, toute la mise en œuvre du tournoi. Donc c'est pas 300 millions d'euros pardon, 300 millions d'euros de bénéfices. Je crois aux dernières nouvelles qu'on était plutôt, mais à vérifier autour d'une cinquantaine de millions d'euros de bénéfices. Il faudrait vérifier très précisément ce chiffre-là. Mhm. Et effectivement, là, c'est intéressant parce que ce bénéfice-là permet de pouvoir financer le développement du tennis. Mhm. Puisqu'à travers cet argent qui est dégagé, finalement, la FFT finance les ligues, les comités, finance les clubs pour des actions de développement, de structuration partout sur le territoire. Et c'est vrai que c'est Mhm. en ça que c'est un modèle vraiment unique. Et c'est pour ça que, quelque part, dans les discussions, les enjeux actuels autour de la place des grands chelems, etc., il faut quand même avoir en tête que si demain la position de Roland-Garros était remise en question à travers les discussions que peuvent avoir certains joueurs sur ce modèle, c'est l'ensemble du fonctionnement du tennis français qui pourrait être un petit peu remis en question. Là, on parle du modèle économique du tennis. Si on zoome plus sur le niveau local, le modèle économique d'un club de tennis, est-ce qu'il diffère du modèle économique d'un autre club pour un autre sport? Oui, alors effectivement, je pense qu'on a un modèle économique. Aucune fédération n'a vraiment le même modèle économique. J'en parlais Hum, tout à l'heure. Certaines vont reposer beaucoup sur la licence sportive. C'est pas le cas de la Fédération française de tennis dans son ensemble parce qu'il y a Roland-Garros. Donc la Fédération française de tennis sera pas comparable à la FFF, donc la Fédération française de foot, ou à la Fédération française de squash, ou à la Fédération française de danse, évidemment. Et donc déjà c'est un peu compliqué. Puis au sein même des clubs de tennis. Il peut y avoir une très grande hétérogénéité finalement dans le modèle économique des clubs. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rappeler quelques éléments. Le premier élément, c'est que quand on analyse le modèle économique des clubs, on avait conduit au CDS une étude il y a quelques années maintenant, il y a 5 ans sur ce sujet-là. Premier élément à rappeler, les clubs se financent majoritairement sur des fonds privés. hum, Et c'est quand même tout le monde le rappeler, puisqu'il y a quand même des fois une petite musique qui tend à dire que les clubs sont biberonnés aux subventions publiques et sont hum, majoritairement financés par la sphère publique. Euh, Globalement, ça, c'est pas vrai. C'est financé majoritairement par les adhérents, puisque les recettes des clubs, c'est majoritairement les adhésions des personnes qui viennent dans les clubs pour pratiquer. Ces adhérents étant très souvent, je le disais tout à l'heure, licenciés. Il y a également des recettes qui viennent du sponsoring et du mécénat. Donc globalement, on va dire que les trois quarts des recettes des clubs viennent de cette sphère privée. Si on y ajoute aussi les recettes d'activité, quand on organise des tournois, des lotos, des vides-greniers, que sais-je. Donc les trois quarts de recettes proviennent de la sphère privée. Il y a le reste, effectivement, l'autre quart vient globalement de la sphère publique à travers les subventions de fonctionnement, les subventions aussi pour les aides à l'emploi. Donc globalement, déjà financement plutôt privé. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même une dépendance aux acteurs publics qui peut exister, puisque très souvent des installations sportives peuvent être mises à disposition gratuitement ou quasi gratuitement, et donc ça n'apparaît pas comme une aide dans les comptes des clubs. Donc il ne s'agit pas de dire que la sphère publique n'aide pas et n'est pas importante, mais il faut juste replacer un peu les choses dans le contexte. Alors une hum. fois qu'on a dit ça, on va avoir des modèles économiques pour la fédération
Fédération française de tennis et les clubs de tennis qui peuvent être très différents de ceux d'autres fédérations parce que effectivement, bah, déjà, il va y avoir des niveaux d'adhésion qui vont peut-être être plus importants pour les clubs de tennis, donc un budget moyen qui va avoir peut-être tendance à monter par rapport à des clubs d'autres disciplines. On va aussi avoir des facteurs qui vont influencer très fortement le modèle économique avec le fait de savoir si les clubs sont employeurs ou non. Très Oui, souvent, au tennis, les clubs sont employeurs ou font appel à des professionnels. Ça, c'est une variable en fait, hein, qui explique les différences de modèles économiques entre les clubs. Mais on trouve aussi d'autres variables, notamment l'offre de pratique qui est proposée. Entre un club de tennis qui va être localisé dans une petite municipalité et qui va faire essentiellement du loisir ou proposer de l'activité compétitive, mais à des gens qui sont autour de chez eux et qui vont pas vouloir avoir de la compétition de haut niveau, et un club qui va lui, au contraire faire de la compétition de haut niveau, vouloir amener ses pratiques aux championnats nationaux, voire au-dessus, on va pas du tout avoir le même budget. Donc en fait, il y a plusieurs variables, voilà, l'emploi, le niveau de compétition et évidemment le territoire. Entre un club localisé en territoire urbain très dense et un club localisé dans un territoire rural très profond, on n'aura absolument pas les mêmes niveaux de revenus et les mêmes modèles économiques entre les différents clubs. ouais, je crois que 70% des clubs de tennis, si je me trompe pas, ont moins de 131, je crois que c'est ça, hein, la barrière, de licenciés. Donc on a beaucoup de, effectivement, entre guillemets, de petits ou moyens clubs, ça dépend comment on se place. Mais du coup, est-ce que ces clubs-là, finalement, arrivent à être rentables et est-ce qu'ils arrivent à payer correctement un professionnel qui vient enseigner, quoi? C'est Ouais, aussi bah la question que je voulais te poser. ouais, tout à fait. Alors, le sujet de la rentabilité, il est complexe parce qu'on peut toujours se poser la question de savoir si un club doit vraiment être rentable. Ce sont souvent des associations loi 1901, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire de bénéfices, hein, Ouais. bien au contraire, ils peuvent tout à fait faire des bénéfices. Une association peut être bénéficiaire, peut même avoir un secteur lucratif, donc on peut sectoriser. La question, c'est que dans l'association, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent? L'argent, il ne remonte pas à des actionnaires, il est réinvesti dans le projet. Donc la profitabilité, elle est difficile à appréhender. Certains sont bénéficiaires, d'autres ne le sont pas. Il y a des clubs qui ne cherchent même pas à l'être. C'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup de clubs, l'idée, c'est juste d'être à l'équilibre, c'est-à-dire d'avoir des revenus qui couvrent les charges. Mhm. Mais effectivement, dans les charges figurent en particulier les charges salariales. Oui, Et donc ça nous amène effectivement au sujet de l'encadrement de la pratique. Tu évoquais des travaux qu'on a pu faire pour la branche. Effectivement, on a travaillé avec le cabinet Quadrate et le cabinet Pluricité sur le rapport de branche. Bon, sans surprise, la très grande majorité des emplois dans la branche sport, ce sont des emplois qui touchent de près ou de loin à l'encadrement de la pratique sportive. oui, Et donc, effectivement, quand on parle de tennis, le sujet, c'est, comme pour les autres disciplines, c'est de savoir quelles sont les conditions qu'on propose aux encadrants. Et là, ben, on va se retrouver, quand tu parles de petits clubs, moins de 100, je crois que c'est 131, tu disais, moins oui. de 131 licenciés, on va toucher à des clubs qui sont de taille moyenne à petits, à petite. Et donc, plus les clubs vont être petits, plus ils vont avoir des difficultés à pouvoir proposer des conditions qui permettent à des encadrants sportifs de pleinement vivre de leur travail. Et donc on va retrouver dans le tennis comme ailleurs des caractéristiques d'emploi qui sont un petit peu particulières, c'est-à-dire beaucoup de temps partiel, donc de l'emploi qui peut être très fragmenté. Un éducateur sportif, un encadrant tennis, un moniteur de tennis va devoir partager son temps de travail entre plusieurs clubs sportifs, sachant que bah, malheureusement les besoins ils sont souvent un petit peu sur les mêmes jours. Ils vont être le mercredi autour des écoles de tennis, les week-ends, etc. Donc des fois il y a des concurrences, c'est-à-dire qu'un éducateur sportif va pas pouvoir intervenir en même temps dans deux clubs différents. Pour autant, s'il veut pleinement vivre de son activité, Mhm. il va devoir fragmenter son temps de travail. Et puis, il peut y avoir aussi la cohabitation d'un emploi salarié, voilà, un moniteur salarié d'un club, et d'emploi à titre de travailleur indépendant, c'est-à-dire voilà, ce moniteur qui va être salarié bah, d'un club de tennis à Limoges, va aussi être travailleur indépendant, donc sous un statut quel qu'il soit à définir, pour vendre, entre guillemets, de la prestation à des gens qui veulent aussi avoir des cours de tennis comme ça, de façon plus ponctuelle et à la demande. Et donc tout ça amène effectivement à avoir des difficultés pour certains encadrants parce que bah, c'est parfois difficile de pouvoir vraiment vivre de son travail, qui est très souvent d'ailleurs un métier passion, hein. C'est-à-dire que les encadrants sportifs, ils se dirigent vers ce
métier-là parce qu'ils sont eux-mêmes souvent pratiquants de la discipline, qu'ils en sont passionnés. Ils peuvent avoir fait des études qui vont être des études en STAPS ou autres, avoir passé des diplômes d'État, des brevets fédéraux, etc., qui leur permet d'enseigner à titre rémunéré. Mais derrière, effectivement, il peut y avoir des difficultés à pouvoir avoir une situation professionnelle stable, un temps plein, un niveau de rémunération qui permette de vivre décemment, etc. Et ce qu'on voit souvent, et c'est les chiffres aussi qui ressortent pour de branches, c'est qu'il peut y avoir un gros turnover. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive un moment aussi, parce que générationnellement ça peut compter, où des professionnels de l'encadrement sportif se disent, bah, moi je peux pas continuer à cumuler comme ça plusieurs emplois, avoir une forme de pérennité dans mon métier, une rémunération qui est plus ou moins importante en fonction des capacités qu'ont les clubs à pouvoir proposer des rémunérations plus ou Mm. moins importantes. Et donc, bah, à un moment donné, je vais faire le choix de peut-être sortir de ce secteur d'activité parce que il arrive un moment où je veux éventuellement acquérir un bien immobilier et donc il me faut des revenus stables et plus élevés, parce que d'un point de vue personnel, ma situation maritale fait que j'ai besoin d'un peu plus de stabilité, etc. Et donc c'est vrai qu'on a parfois des difficultés pour des encadrants sportifs à pouvoir avoir des niveaux de rémunération et des conditions d'emploi qui soient satisfaisantes, c'est-à-dire du CDI. On a un recours au CDD qui est en baisse, mais qui reste plus important dans le sport que dans d'autres secteurs d'activité. Et on a des niveaux de rémunération voilà, qui peuvent être aussi pas forcément au niveau souhaité par les encadrants, qui sont des encadrants qui sont bien formés, hein, parce qu'en France, on a des encadrants qui sont bien formés et qui pourraient prétendre, avec des niveaux de diplôme qu'ils ont, à des rémunérations supérieures. Ouais, petite parenthèse d'ailleurs sur les CDD, on peut y avoir recours, mais ils doivent être dûment justifiés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que le CDD est un CDD dans le sport qui doit être spécifique, théoriquement, c'est-à-dire réservé aux entraîneurs et aux joueurs professionnels. Mais quand un employeur embauche un moniteur de tennis, un prof de tennis en CDD, il faut le justifier, notamment par un accroissement temporaire d'activité, etc. J'ai vu une stat hier. Exactement, accroissement temporaire d'activité, placement d'un autre salarié qui est en arrêt maladie, en congé maternité, Congé décède, maternité. effectivement, le cumul permanent de CDD n'est pas possible. Le droit français est assez protecteur et donc, en théorie, vous ne pouvez pas cumuler des CDD année après année. Donc vous allez Mm. pouvoir avoir recours à des CDI classiques ou à des contrats à durée indéterminée intermittents, le CD2I, qui est plutôt, alors, plutôt adapté d'ailleurs à la temporalité, à la saisonnalité de l'activité dans le sport, puisqu'on sait que très souvent en juillet-août, l'activité, enfin les clubs sont un peu en sommeil ou en vacances, et donc les clubs peuvent avoir recours à ce CD2I, donc le CDI intermittent, Mm. justement pour dire il y a des périodes de haute activité, on va dire, de septembre à juin, et puis des périodes plus faibles, et donc finalement on lisse l'activité sur l'année, et ça permet d'avoir un contrat à durée indéterminée, mais qui est adapté au niveau Mm. d'activité des clubs. Oui, je te disais, hier j'ai vu une stat, alors je sais pas si elle se vérifie dans le tennis, mais alors elle date un peu, elle est de 2015 de ce que j'ai compris. En fait, il n'y a que, ou il n'y aurait que 5% des micro-entrepreneurs, alors avant ça s'appelait auto-entrepreneurs, qui arrivent sur une activité pure hein, de micro-entreprise. Il n'y en a que 5% qui arrivent à gagner l'équivalent d'un peu plus du SMIC tous les mois. Alors, je ne sais pas si tu peux confirmer ça. Alors, elle est peut-être pas toute jeune, cette stat. Et est-ce que dans le sport, c'est différent ou bah, finalement, on est sur des emplois, comme tu disais, à temps partiel. Donc, on resterait sur cette dynamique-là, malheureusement. Bah, déjà, il faut quand même se rappeler que ce statut d'auto-entrepreneur, qui est pas si vieux, il avait été créé et vu au départ comme un complément d'activité. C'est vrai. C'est-à-dire, il était plutôt perçu pour des personnes qui souhaitaient justement, en complément d'une activité principale, exercer une autre activité, sport ou pas sport. Et donc effectivement, c'était plutôt parti dans cette direction-là. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On a notamment rehaussé les plafonds de rémunération, etc. Mais oui, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans les travailleurs indépendants, qu'ils soient micro-entrepreneurs ou autres, il va y avoir des personnes qui vont plutôt bien gagner leur vie parce qu'ils vont avoir la possibilité de pouvoir vendre des prestations à des coûts satisfaisants et donc ils vont pouvoir vivre de leur métier. Et puis il y en a d'autres qui vont faire ça en complément d'une autre activité, qu'elle soit salariée dans le sport, je le disais tout à l'heure, un moniteur de tennis salarié dans un club qui est en même temps travailleur indépendant et qui va vendre de la prestation directement à des clients ou à d'autres clubs, ou qui va également intervenir, pourquoi pas, dans des salles privées marchandes. Voilà, un professeur moniteur salarié d'un moniteur
un moniteur salarié d'un club de tennis qui va aussi être un travailleur indépendant dans un centre de padel pour aller donner des cours en dehors de son temps de travail dans le club. Il va y avoir aussi l'activité qui va être en dehors du sport. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont travailler dans le civil, si je puis dire, dans une autre activité, et qui, à travers une profession indépendante, vont venir travailler dans le sport. À l'inverse, on va aussi avoir des gens qui vont être salariés dans le sport et travailleurs indépendants dans d'autres secteurs. Donc en fait, enfin, le métier, il est il est très protéiforme. Il y a beaucoup d'hétérogénéité. C'est difficile de donner vraiment précisément Hmm. un profil type. Mais oui, de toute façon. Là, le rapport de branche, je vais comprendre. Il y a beaucoup de statistiques, donc je ne veux pas noyer tout le monde sous les statistiques, mais le rapport de branche indiquait par exemple que le salaire moyen pour la famille de métiers d'encadrement des activités physiques et Hmm. sportives, c'était 2400 euros bruts par mois. Bon, bah, 2400 euros brut par mois, c'est plus que le SMIC, mais c'est pas non plus des salaires qui sont Oui. forcément extrêmement élevés. Et donc, parfois, ça peut pousser à du complément d'activité qui peut être fait soit effectivement à travers de la prestation indépendante dans le sport, soit ailleurs. Donc, Hmm. voilà. Mais effectivement, c'est pas toujours évident. Faut pas croire que les éducateurs sportifs vivent très bien. Au contraire, ils ont des conditions d'emploi qui sont plutôt précaires. Et il y a beaucoup de turnover, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que les acteurs de la branche et que les fédérations sportives s'intéressent très souvent aux débouchés qu'ils peuvent offrir à ces encadrants. Parce qu'en fait, on entre souvent dans le sport par ce métier de l'encadrement. Je disais tout à l'heure, à peu près 2 tiers des emplois, c'est des métiers d'éducateurs sportifs. Mais c'est difficile de dire à quelqu'un, à un moniteur tennis ici, tu vas rester 44 ans et peut-être plus selon les réformes à venir, moniteur de tennis. Parce que bah, le moniteur de tennis, au bout d'un moment, il peut avoir un peu d'usure professionnelle. Il faut quand même être sur les cours, quel que soit le temps, la température, face à un public qui a des attentes qui évoluent. Et donc, bah, le moniteur de tennis, comme dans d'autres disciplines, l'éducateur sportif, il peut un peu s'essouffler. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut offrir des perspectives à des gens qui rentrent par l'encadrement de la pratique sportive et comment on peut amener à sécuriser les emplois. Soit en disant tu es éducateur sportif et tu as un complément de mission, ce qui est très souvent le cas, notamment dans les petites associations, où le moniteur il fait un peu tout. L'éducateur, il fait un petit peu de tout. Mais tu peux aussi sécuriser en disant, bah, finalement, tu as 10 heures d'encadrement sportif et puis tu vas faire aussi un petit peu d'administratif et puis un petit peu de développement, etc. Puis finalement, on va faire grossir, bon an, mal an, le Tout à fait. volume horaire. Ça, c'est Mhm. sur pendant l'instant T, je dirais, pour sécuriser des situations professionnelles. Et puis, à plus long terme, c'est qu'est-ce que je t'offre, moi, en tant qu'acteur sportif, comme perspective? Est-ce que tu vas être uniquement, et sans que ce soit péjoratif, éducateur sportif toute ta vie? Ou est-ce que, bah, si jamais tu arrives à suivre un certain nombre de formations, qui sont proposés par la branche ou par d'autres acteurs, tu peux aller vers des métiers du développement, et puis pourquoi pas vers des métiers de la direction de structure, vers des métiers de la formation, etc. Et c'est un petit peu là-dessus qu'il faut travailler pour aussi donner des perspectives, réduire le taux de turnover et sécuriser des situations professionnelles qui sont parfois un peu complexes. Et pour ça, il faut arriver à faire rentrer de l'argent dans les caisses, hein, bêtement. Donc, souvent, on entend, oui, l'association Loi 1901, qui est, je pense, à plus de 90% le statut juridique d'un employeur du sport, hein, si je compte à peu près correctement. Est-ce que ce modèle associatif, parce qu'il est souvent un peu rabroué, est-ce qu'il est limitant dans le développement d'une structure, selon toi, ou pas du tout? On avait discuté il y a quelques mois avec Arnaud Sauroy, qui nous disait, vous savez, Ouais. les associations, elles peuvent très bien, enfin, rien n'interdit une association sportive de correctement payer son salarié. Donc, est-ce que le statut pour toi associatif, c'est un frein au développement, à la rentabilité, à de l'argent dans les caisses qui permettrait de payer correctement pour un certain nombre d'heures, du coup, un travailleur au sein de ces structures. Ouais, genre juste une petite précision, là encore issu du rapport de branche, nous on avait évalué à trois quarts le D'accord. nombre d'employeurs du sport. Donc il y a à peu Mhm. près 35 000 employeurs hein, dans la branche sport. Mhm. Et sur ces 35 000, il y a trois quarts qui seraient des associations sportives. D'accord. Parce qu'en fait, dans le sport, tu vas aussi retrouver des clubs professionnels et d'autres structures, des Mhm. gestionnaires d'enceintes sportives, etc., qui vont être plutôt des sociétés commerciales. Bon, Ok. mais tout ça, pour dire qu'une fois qu'on a dit ça, effectivement, ce dont on parle dans les fédérations,
bah, c'est énormément, et donc peut-être plus proche de 90%, voire 95% d'associations sportives. Hmm. Et donc, moi, je rejoins assez Arnaud Soroy, donc on se connaît bien avec Arnaud, on échange souvent sur ces sujets-là. L'association sportive, elle n'est pas limitative, au contraire, c'est un statut qui est extrêmement flexible et qui permet d'organiser des activités de différentes façons. Je le disais tout à l'heure, association sans but lucratif. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de bénéfices, ça veut dire que ce que tu fais des bénéfices, c'est assez particulier, c'est-à-dire que tu les réinvestis dans le projet pour construire ou rénover des infrastructures, pour proposer de nouveaux services, pour recruter des salariés, etc. L'argent ne remonte pas à des dirigeants. Tu peux pas travailler comme ça. Et donc en fait, rien n'empêche à l'association sportive quand bien même elle n'a pas forcément été conçue comme ça en 1901, de pouvoir avoir aujourd'hui une activité marchande en proposant donc des services qui sont payés plus cher que des services plutôt classiques d'une association sportive, Mhm. voire une activité lucrative. On peut avoir des secteurs, ce qu'on appelle des secteurs dans une association, des secteurs non lucratifs et des secteurs lucratifs. À partir de là, l'association devient fiscalisée, c'est-à-dire qu'elle est redevable d'un Ah. certain nombre d'impôts, Mhm. mais ça n'est pas interdit. Et donc aujourd'hui, quand on parle de l'évolution des modèles économiques, etc., ça- on n'est pas, on n'est pas obligé de faire évoluer le step. On peut, effectivement, on parle beaucoup des skis dans le sport. C'est très bien les skis. Moi, je pense qu'il y a une vraie légitimité parce que ça permet d'associer sur des territoires des associations sportives, des partenaires privés, des partenaires publics au sein d'une même entité. Donc pourquoi pas créer les skis? Mais ça pose la question de cette collaboration et du projet derrière. Dans une association, on peut tout à fait imaginer effectivement des services marchands avec une activité lucrative qui viennent financer une activité qui l'est moins. Et quand on parle, par exemple, on en parle souvent avec Arnaud, mais le coût de la pratique sportive pour un licencié, alors on a l'impression que c'est cher quand on paye sa licence. Alors on appelle ça d'ailleurs de façon triviale la licence. Je vais payer ma licence en début d'année. En fait, on ne paye pas la licence, on paye l'adhésion et la licence. On paye un prix global au club, et dans ce prix global, il y a l'adhésion et la licence. On a l'impression que c'est cher parce qu'on le paye en une fois. On peut éventuellement le demander en plusieurs fois. Mais quand on rapporte ce coût au nombre d'heures d'encadrement, le nombre d'heures de Oui. pratique qu'on effectue à l'année, alors, et en intégrant aussi le bénévolat qui permet de faire baisser le coût, en fait, on tombe, et là, avec Arnaud, on s'était amusé à faire l'exercice, on tombe à des niveaux de coût horaire pour le pratiquant qui sont extrêmement faibles, Hmm. voire enfin, voilà, qui sont parfois de l'ordre du marginal. Ouais, Donc c'est carrément. vrai que c'est là qu'il faut voir comment on fait. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire payer beaucoup plus cher, parce qu'il y a des publics qui ne sont pas forcément solvables ou qui ne pourront pas payer. Et le sport doit rester accessible. Il faut effectivement développer de l'offre sportive accessible à tous. Mais il faut peut-être sur des territoires et pour des clubs qui en ont l'envie, se dire, bah, je vais avoir une partie où je sais que je ne vais pas gagner d'argent parce que j'ai des publics qui sont difficilement solvables. Alors c'est un terme économique, mais voilà, on a des publics dans des quartiers ou dans des zones du territoire, même des zones rurales, où il n'y a pas la capacité à payer très cher. Mais pour autant, donc, je vais avoir cette partie non solvable. Et puis à côté de ça, je vais développer d'autres services, y compris, pourquoi pas, une offre marchande. On va en parler de paddle, on parlera peut-être demain de pickleball, on parlera de plein de choses. Et en fait, cette offre-là, je vais la faire payer plus cher, peut-être au juste prix, ou alors avec un prix supérieur. Et Hmm. cette offre lucrative va me permettre de financer le non lucratif, voire va me permettre d'offrir, entre guillemets aussi, des conditions salariales plus importantes, meilleures, des conditions contractuelles meilleures à mes encadrants sportifs. C'est-à-dire que là où j'avais un salarié en CDI pour 10 heures, je vais peut-être lui proposer un CDI pour 20 heures, voire un temps plein, etc., etc. Et donc l'association sportive, elle permet ça. C'est hyper flexible, c'est hyper souple. Moi, et que je rejoins beaucoup Arnaud sur ce sujet-là. Je ne pense pas qu'il faille mettre fin à l'association sportive telle qu'elle existe. Par contre, ce qu'il faut vraiment faire, c'est bien définir un projet associatif. Quel est le projet associatif? Quels sont les personnes à qui on s'adresse? Quels sont les différents types de publics? Et Hmm. comment finalement je peux développer un ensemble d'activités qui, pour certaines, ne seront pas rentables, pour d'autres le seront, et qui vont venir solidifier finalement l'ensemble et le modèle économique d'ensemble. Donc Hmm. je pense que, et l'association sportive permet ça, permet tout à fait ça aujourd'hui. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur l'acronyme que tu as utilisé? J'ai pas très bien compris. SKIT? Ah oui, c'est les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Voilà, C'est c'est pas des sur des. scopes. Bah, en fait, les scopes, les scopes, c'est plutôt au niveau des. Les scopes et les skis, quoi, ce sont des sociétés coopératives, les deux.
Et donc, on voit beaucoup de scopes, c'est-à-dire des salariés qui rachètent leurs propres entreprises et qui Oui, finalement deviennent leurs propres patrons en définissant le projet commun. Les SCIC, donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif, vont permettre aussi d'arrimer des personnes morales. Donc il y avait un rapport qui avait été produit en son temps, ça date un peu, je crois, aujourd'hui, par Bernard Amsalem sur le sujet pour le Comité national olympique et sportif français, mhm, sur le développement des SCIC dans le sport. On en parle beaucoup, par exemple, dans le sport professionnel, on a eu des SCIC apparaître à Bastia et à Sochaux, voilà, des clubs de football qui ont été en grande difficulté à un moment donné. Et oui, donc finalement, dans un secteur qui s'internationalise beaucoup et où l'ancrage local finalement s'étioler un petit peu, bah, les SCIC, elles permettent de mettre en commun et sur un territoire donné l'ensemble des acteurs. Et donc on d'accord. pourrait imaginer une société coopérative au sein de laquelle il y a l'association sportive en tant que telle, il y a la mairie ou l'intercommunalité, il y a des partenaires publics, il y a des salariés, etc. L'idée, c'est de définir un projet commun. Et moi, nous, on aime beaucoup cette notion de projet. Voilà, le projet collectif, le projet de structure, le projet associatif, quel est-il? Encore une fois, tous les clubs n'ont pas vocation à faire du développement. Il y a des clubs qui font juste, entre guillemets, de l'animation territoriale, et c'est très bien, et il ne faut pas leur demander de vouloir avoir 250, 300, 500 licenciés, 10 emplois, etc., parce que ce n'est pas du tout dans leur ADN. Mhm. Il y a des clubs qui veulent faire du développement, et qui donc doivent se poser la question de savoir comment on peut en faire. Il y a des situations professionnelles à solidifier, et éviter effectivement d'avoir des emplois très précaires, payés sur des bouts de ficelle, voire même payés de façon des fois un peu borderline. On voit souvent ces sujets-là sur des requalifications par l'URSSAF de certains défraiements, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'on doit définir un projet. Et dans le cadre de ce projet, on peut tout à fait garder le statut associatif et développer des projets qui sont rentables, lucratifs, etc., et qui viennent financer les parties qui le sont. On peut peut-être aussi imaginer que certains clubs pourraient fusionner entre eux, non? Ou en tout cas mutualiser des services pour en proposer plus et pouvoir pérenniser, pardon, un emploi. Quand on est à la campagne, il y a des petits clubs, seuls, ils pourront pas arriver à payer un enseignant. Par contre, s'ils mutualisent avec, comme tu disais, peut-être le problème qu'ils veulent tous le prof au même moment, mais est-ce que ça reste une alternative pour toi, ça, cette mutualisation entre divers clubs, sans éventuellement, enfin, peut-être en créant un groupement d'employeurs, mais pas forcément en créant voilà, une nouvelle structure, quoi, ou détruire des terrains en disant, bon, ben, là, on voit bien que sur ces villages-là, ça marchera pas, ou on sera très peu, ça sera entre guillemets très loisir, peut-être qu'il y aura même pas de profs. On va peut-être pas détruire des terrains pour créer ou favoriser un club où on mutualiserait. Donc je pense que effectivement, comme tu disais, l'important c'est le projet. En l'occurrence là, on parle d'association, donc le projet associatif. Oui, alors, la mutualisation, oui, pourquoi pas. Effectivement, il y a des endroits où finalement la masse critique de pratiquants, parce que c'est quand même ça qui va être le driver, enfin, voilà, numéro un de la structuration d'un club donné, elle n'est pas suffisante finalement pour avoir un club qui permette d'avoir un salarié, ne serait-ce qu'un salarié. Très souvent, il y a que autour de 10% des clubs français, toutes disciplines confondues, qui sont employeurs. Et quand les clubs sont employeurs, ce sont souvent des très petits clubs, c'est-à-dire qu'ils ont souvent un salarié ou un à Oui. trois salariés, et pour des temps de travail assez réduits. Donc en fait, il faut avoir aussi un peu les ordres de grandeur de ce dont on parle. Il y a des clubs qui ont beaucoup de salariés, mais d'autres qui en ont beaucoup moins. Donc effectivement, la masse critique, la France, c'est un territoire rural. Oui. 36 000 communes. Je crois que sur les 36 000 communes, il y en a 60% qui sont dans le rural, voire le rural profond. Donc la masse critique, elle n'est pas forcément suffisante. Donc il y a des clubs qui vont être sur des endroits. Moi, je suis du Limousin. Je peux vous dire que quand vous vous baladez dans le Limousin, il y a des très très petits territoires, et vous allez pouvoir avoir un cours de tennis parce qu'il y a eu des plans de développement de cours de tennis dans l'histoire, et qui fait qu'il y a eu beaucoup de cours de tennis un peu partout. Vous n'allez pas forcément avoir un club, ou alors si vous avez un club, vous n'aurez pas de salariés parce qu'en fait, ça va tourner sur du Tout à fait. bénévolat, etc. Et donc, effectivement, on pourrait se dire, pourquoi pas se regrouper? Alors, le regroupement, oui, ça peut être une solution. Ça peut être une solution parce qu'à plusieurs, bah, on peut offrir peut-être davantage de possibilités, et donc avoir un salarié à temps plein qu'on va se partager, entre guillemets. Et donc, ça peut être fait à travers
un groupement d'employeurs où ça peut être fait avec un club qui est l'employeur principal et qui met à disposition d'autres clubs. La difficulté, enfin, il y a plusieurs difficultés. La première, ça peut être peut y a quand même y avoir concurrence entre ces clubs-là parce que les moniteurs de tennis vont être demandés au même moment à différents endroits. L'autre difficulté, ça va être l'accessibilité. Voilà, quand tu es dans l'Ariège ou quand tu es dans la Nièvre ou quand tu es en Lozère, le regroupement il est parfois délicat parce qu'entre un club et un autre club, il peut y avoir 20 km mais 1 heure de temps de D'accord. trajet. Donc ça, c'est aussi quelque part parfois un peu difficile pour le moniteur de se dire bah, je vais aller là, 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 là parce que c'est pas jouable sur une journée. Donc le regroupement, ça peut être une solution, mais c'est pas la solution Tout à fait. euh, qui va pallier à l'ensemble. Mais oui, le développement de groupements d'employeurs, ça peut être une solution. Ça peut être des groupements d'employeurs unidisciplinaires. Voilà, un groupement d'employeurs tennis avec un employeur unique qui met à disposition plusieurs structures. Et ça peut être une ligue régionale et des clubs, plusieurs clubs, un comité départemental, une ligue régionale et des clubs, etc. Il peut y avoir plein de modèles. Ça peut être un groupement d'employeurs pluridisciplinaires. Les associations professions sport et loisirs, par exemple, mettent à disposition de plusieurs disciplines certains éducateurs sportifs. Donc ça peut être des formes de regroupement. Il peut aussi y avoir des regroupements de clubs. Finalement, se dire sur un territoire donné, plutôt que d'avoir 5 clubs, ben, on va en faire un seul parce qu'on sera plus fort, on sera plus gros. Alors la difficulté, c'est que quand tu fusionnes, 1 plus 1 ne fait pas toujours 2. Ça peut faire 1,8. Mais effectivement, malgré tout, c'est le sens de l'histoire que de fusionner et d'être plus fort ensemble. Et donc, c'est aussi une possibilité. Dans les difficultés à la fusion et au regroupement, je vois aussi un autre sujet, c'est que quand on envisage des regroupements dans des clubs avec plusieurs disciplines sportives, bah, la difficulté, je dirais, c'est la formation. C'est-à-dire que la formation, elle est très unidisciplinaire. Un moniteur de tennis, il est très souvent formé pour encadrer du tennis, pas Mhm. forcément pour encadrer du basket ou pour encadrer du badminton. Enfin, pour imaginer plutôt des univers, les sports de raquettes, badminton, ping-pong, tennis, etc. Et donc, il y a aussi un travail à faire du côté des acteurs de la branche et des acteurs de la formation, de se dire finalement, est-ce qu'on doit former des spécialistes ou est-ce qu'on doit former des gens polyvalents? Je pense que la réponse, elle n'est pas l'une ou l'autre. Évidemment qu'il faut toujours former des spécialistes, notamment quand on est dans une optique compétitive, voire très compétitive, il faut des gens qui soient des grands spécialistes de leur discipline pour accompagner vers le plus haut niveau. Pour autant, sur d'autres territoires, on pourrait se dire, bah, finalement, on n'a pas forcément besoin d'un ultra spécialiste de tennis. On a peut-être plutôt besoin de quelqu'un qui va être polyvalent sur du développement d'activité. Et donc là, il y a des certifications, des brevets qui peuvent exister. Mhm. Et donc, c'est-à-dire que la personne, elle va peut-être être dominante principale tennis, mais avoir des capacités à encadrer d'autres sports. Je parle de sport de raquette parce que c'est des univers qui peuvent être relativement proches, même s'ils sont des disciplines différentes. Et donc proposer différentes activités. Et ça permettrait peut-être effectivement d'avoir des personnes qu'on pourrait employer davantage, à qui on pourrait offrir de meilleures conditions. Et ça répondrait aussi peut-être à des aspirations des pratiquants qui sont souvent celles d'avoir une diversité de services sportifs, entre guillemets. Et donc on pourrait aussi aller vers ça. Et puis il y a des modèles donc ça tendrait vers aussi peut-être pourquoi pas des modèles de club omnisport. Mhm. Euh, voilà, ça peut être On en a dans très peu, hein, nous. C'est ça, hein. En France, il y a peu de clubs omnisports finalement. Oui. Ouais, alors il y a eu il y a des grands ensembles, hein. Il y a eu souvent les ASPTT, Oui. il y a une fédération française des clubs omnisports aussi, voilà, avec des clubs qui regroupent plusieurs sections, avec des fonctionnements différents, mais ça pourrait être une solution, se dire finalement, le club omnisport, déjà c'est un club qui va avoir une taille plus grosse, parce qu'il a une offre sportive beaucoup plus importante que juste du tennis ou juste du foot ou juste du basket. Et puis, le club omnisport, il peut créer des passerelles entre ces Oui. sections, même si ça ne fonctionne pas toujours très bien, hein. Oui. Mhm. En France, on raisonne beaucoup en silo, quel que soit le domaine d'activité. Bref, tout ça pour dire que oui, les regroupements, ça peut être une solution, et ça peut être des solutions avec des groupements d'employeurs unidisciplinaires, pluridisciplinaires, ou des regroupements d'associations sportives sur un territoire donné. Tout à l'heure, on parlait de sociétés coopératives. On pourrait tout à fait imaginer que sur un territoire donné, je te dis n'importe quoi, sur Limoges Agglomération, bah, finalement, on crée une SKIC ou plusieurs SKIC, mais une SKIC qui va regrouper dans différentes associations sportives dans différentes disciplines, des partenaires publics, et finalement, on a un gros projet commun territorial. Et l'entrée ici, elle est plutôt territoriale. Qu'est-ce qu'on propose sur le territoire? Voilà. Je pense qu'il faut garder un peu d'agilité. Moi, je ne crois pas à la solution unique et uniforme partout, mais effectivement, il faut probablement avancer sur ces sujets-là parce qu'on voit bien qu'il y a
S'il y a des clubs et des personnes qui vivent bien de leur discipline et de leur activité, il y en a beaucoup qui en vivent beaucoup moins bien Exactement. et que le modèle économique associatif, il est un peu challengé aujourd'hui parce que la pratique sportive auto-organisée en dehors des clubs se développe toujours autant, parce que la pratique sportive dans des structures privées marchandes a aussi tendance à se développer. Moi, je pense qu'il y a plus de complémentarité que de concurrence, mais encore faut-il trouver ces complémentarités. On a travaillé nous, dans le domaine de l'escalade. Voilà, il y a peut-être plus de complémentarité que de concurrence. C'est pareil pour le tennis. Hmm. Il peut y avoir des offres de paddle dans les clubs, et puis il y a des clubs qui n'auront pas la possibilité de créer des terrains de paddle et qui peuvent peut-être s'associer à des sociétés de paddle et de main de pickle pour se dire finalement, bah, on vient offrir un service complémentaire à nos adhérents tennis qui vont pouvoir aller là-bas et inversement, peut-être aller chercher des personnes du club, enfin de la structure marchande, qui vont Mhm. devenir des adhérents de l'association sportive. Ouais, et puis peut-être qu'on n'a pas, enfin je vois les chiffres, peut-être qu'on n'a pas encore bien saisi les besoins du joueur de tennis ou du sportif qui vient dans un club. C'était ce que décrivait Patrick Bayeux dans un article où il a catégorisé quatre différents types de clubs. C'est vrai que dans le tennis, on a souvent tendance à dire il y a entre 3, si j'ai bien compris, entre 3 et 4 millions de pratiquants, mais finalement les clubs en capte peut-être 800 000. Alors, il y a 1 million, plus d'1 million de licenciés, mais il y a du multi-racket, il y a du beach, il y a ceci, il y a cela. Il y a sûrement des licences scolaires aussi qui pèsent un peu là-dedans, etc. Mais finalement, il y a peut-être 4 millions de Français qui jouent au tennis. Alors, jouer, ça peut être une fois après Roland-Garros ou pendant Roland-Garros. Mais peut-être que là, les clubs arrivent pas trop encore à capter de ces 4 millions. Ils en captent finalement 800 000. Enfin, je sais pas, c'est à la louche hein, ce que je dis. Donc, il y a peut-être aussi pas encore une bonne compréhension de ce que veulent les gens et de qui ils sont, quoi, en fait. Et ce qu'ils viennent Ouais, chercher. complètement. Ouais, bah, de toute façon, alors, la différence entre le nombre de personnes qui pratiquent une discipline et le nombre de licenciés, elle est souvent très importante. Hmm. Voilà, je sais pas si Patrick Bayeux, enfin voilà, je connais pas la source de ces 4 millions, mais peut-être qu'effectivement c'est Non, non, bien ça ça. c'est moi, c'est moi. Je sais pas où j'ai lu, mais je crois pas que ça soit dans l'article de Patrick Bayeux. Non. Non, mais voilà, je sais que Patrick est rigoureux, donc je pense il a clairement des chiffres à ce niveau-là. Je sais que dans la Fédération française de tennis de table, ils avaient souvent un comparatif entre le nombre de raquettes qu'ils vendaient chaque année. Alors je te donnerai plus, je me souviens plus du nombre exact, et le nombre de licenciés. Et la différence, elle était là aussi abyssale. Alors Hmm. effectivement, on vend aussi beaucoup de raquettes de tennis de table parce qu'il y a beaucoup de tennis de table pratiqués à l'école, au collège et au lycée. Donc Tout à fait. toutes les raquettes qui se vendent ne sont pas vendues à des grands fans absolus de tennis de table. Bref. Mais pour le tennis, c'est pareil. Il y a aujourd'hui beaucoup de pratiquants de tennis qui jouent au tennis, peuvent acheter des raquettes de tennis, des chaussures de tennis, etc., mais qui ne sont pas pour autant licenciés des clubs de tennis. Et qui, certains ne le seront jamais, parce que finalement, leur intérêt, c'est peut-être juste de faire un peu de tennis de temps en temps. Quand je dis tennis, ça va être du tennis-tennis, ça peut être du paddle, ça peut être du pickle, ça peut être n'importe quoi, mais de façon plutôt ponctuelle avec des copains pendant les vacances, les week-ends, etc., et qui n'ont pas vocation parce que ils n'en ont pas l'envie ou parce que leur organisation personnelle ne le permet pas d'être licenciés de la Fédération française de tennis. Pour autant, dans ce volant de pratiquants, il y a probablement des gens qui sont pas adhérents d'une association et d'un club de tennis et qui pourraient l'être si tant est qu'on leur propose, alors c'est un peu notre société de consommation, il faut toujours faire très attention à ça, mais qu'on leur propose les services qu'ils attendent. Hmm. Alors, il faut faire attention parce que ça peut conduire à une forme d'Uber, de la fameuse ubérisation. Alors, en Exactement. gros, le service à la carte. Mais sans parler d'être complètement flexible, bah, il faudrait peut-être s'interroger sur qu'est-ce que. Parce qu'en fait, on est alors, une industrie, c'est aussi un terme un peu impropre. Le sport, c'est une industrie qui est très centrée sur le pratiquant slash consommateur. Donc, il faut vraiment avoir en tête les attentes des pratiquants, Oui. comprendre les attentes des pratiquants, et là je ne parle pas de licenciés, mais bien de pratiquants, pour savoir comment on peut y répondre. Et comment on peut y répondre en offrant, entre guillemets, des services sportifs qui vont être différents de l'entraînement et de la compétition aux gens qui sont quand même minoritaires quand tu regardes les statistiques sur les attentes liées à la pratique sportive, mais à ces gens qui veulent faire de la compétition, il faut leur proposer beaucoup d'entraînement, des rencontres, des tournois, etc., qui vont permettre de monter au plus haut niveau. Et ce plus haut niveau, ça sera du très très haut niveau ou ce sera du moins haut niveau parce qu'on a tous notre plus haut niveau. Mais il faut aussi pouvoir offrir du loisir, il faut aussi pouvoir offrir de la compétition, de l'activité sportive et puis peut-être autre chose. On voit de plus en plus de clubs de tennis qui créent des salles de fitness, par exemple,
parce que ça permet d'aller chercher peut-être le jour de l'école de tennis, des papas et des mamans qui amènent leurs enfants et qui vont pas pratiquer le tennis, mais qui vont peut-être avoir envie de faire 1 heure de sport sur un Mhm. tapis, sur un rameur, sur je ne sais quoi. Mhm. Donc pouvoir aller chercher aussi ces gens-là qui quelque part vont rentrer par le cadre de l'école de tennis de leurs enfants et ils vont devenir adhérents de l'association sportive tennis, même s'ils vont pas forcément pratiquer le tennis. Et puis peut-être qu'ils vont se mettre ensuite à pratiquer le tennis, parce qu'une fois qu'ils sont dans le club, on peut aller vers eux, leur dire est-ce que vous voudriez pas essayer ceci, cela, et donc aller vers des formes de tennis qui soient pas forcément les formes très traditionnelles, etc. Du tennis en marchant, du tennis fauteuil pour les personnes en situation de handicap, etc. Donc en fait, voilà, il faut rentrer par le pratiquant, bien le comprendre et savoir finalement comment on peut lui offrir ce qu'il attend, sans Mhm. travestir le projet associatif. Encore une Oui, fois, il faut oui. toujours aussi se rappeler ce qu'est l'association, pourquoi elle a été créée, quel est son projet, etc. Donc, il faut toujours faire aussi un peu attention à ça. Mais dans la perspective d'un développement, pour les associations sportives et clubs de tennis qui veulent faire du développement, bien comprendre et mieux comprendre qui sont ces adhérents actuels et qui sont les adhérents qui pourraient être des adhérents mais qui ne viennent pas dans les clubs, c'est quelque chose de primordial. Et donc ça peut être fait par des petites enquêtes qui peuvent être faites en travaillant avec des étudiants STAPS. On ne parle pas de payer des prestations à des entreprises qui coûtent forcément un peu d'argent, mais ça peut être avec des étudiants STAPS. Chez Carnot Soroy, par exemple, ces étudiants à Poitiers, ils peuvent intervenir pour des clubs et ça ne coûte pas d'argent, si ce n'est éventuellement un panier repas s'il y a des enquêtes ou ce genre de choses. Mais Mhm. allez chercher, voilà, vous allez vous balader sur les cours de tennis un petit peu en soirée, les week-ends, etc. Et vous allez interroger les gens, bah, tiens, je vous vois jouer au tennis, est-ce que vous êtes licencié dans un club de tennis? Non. Moi, d'accord, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie? Est-ce que c'est parce que... Et aller chercher un petit peu tout ça. Et donc, avoir de la matière pour des clubs, pour se dire, bah, finalement, ces gens qui sont autour de moi, qui pratiquent le tennis, ils sont pas chez moi. Et pourquoi ils sont pas chez moi? Et comment est-ce que je peux répondre à leurs besoins pour demain, faire en sorte qu'ils soient chez moi? En étant chez moi, ces gens, ils vont me permettre d'avoir davantage de revenus. Ces revenus vont me permettre peut-être d'avoir un moniteur de tennis qui soit mieux payé, avec le même volume horaire, ou d'augmenter le volume horaire du moniteur de tennis. Et donc, Mhm. quelque part, créer les conditions d'un cercle un peu vertueux qui va vers le développement de l'ensemble et la structuration de l'ensemble. Ouais. C'est aussi une piste pour les étudiants en DE, hein. Tu sais, il y a toujours, hein, jusqu'à, alors je ne sais pas quelle sera là. J'ai pas encore eu accès à la prochaine mouture du DE et du DES, puisque les travaux ont commencé pour certains DE, et puis pour le tennis, c'est un peu plus tard. Mais on a souvent un dossier de développement à faire, hein, quand on est étudiant. Et c'est vrai que c'est une piste aussi pour ceux qui passent le DE ou le DES, d'aller voir, voilà, d'élargir le scope et pas rester que sur le club de tennis, mais aller à la rencontre de plein d'acteurs, effectivement, qui gravitent autour du club pour inventer quelque part un autre modèle. Ouais, J'avais... complètement. Mais complètement, Ouais. tu as raison, hein. Le DE peut faire ça parce que c'est quelqu'un qui est bien formé, qui a un niveau voilà, de formation élevé, qui peut aller vers ça. On parlait de là des perspectives de développement, mais tu pourrais aussi avoir ton DE qui va aller voir. Bah, tu vois, moi j'habite à Bordeaux, à côté du club de tennis dans lequel mes filles jouent. Mhm. euh, Bah, il y a un club de basket. Il y a un club de foot. Et bah finalement, pourquoi ne pas imaginer aussi, on parlait de décloisonnement tout à l'heure, mais pourquoi ne pas imaginer que le DE, il aille voir le club de basket et il aille voir le club de foot en se disant, on est tous confrontés à peu près aux mêmes problématiques. Il y a un gros turnover, notamment chez les jeunes, parce qu'il y a du zapping sportif, et c'est normal, les jeunes, ils se cherchent, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire au début, etc. Bah, pourquoi on n'imagine pas des offres un peu croisées? C'est-à-dire, en gros, La concurrence, finalement. quelqu'un qui vient chez moi et pour rentrer par le tennis, bah, si je vois qu'à un moment donné, il décroche, pourquoi je lui proposerais pas, sur un mercredi donné une fois par trimestre, d'aller faire, au lieu de faire son heure de tennis, bah tiens, il va faire 1 heure de basket. Et puis ensuite peut-être 1 heure de foot. Et inversement, les gens qui rentrent par le basket, ils vont faire 1 heure de... Voilà. Et d'imaginer finalement ces coopérations territoriales qui permettraient de décloisonner, qui iraient pas forcément jusqu'à la fusion d'associations, mais qui permettraient finalement d'avoir des offres un peu couplées et qui Mhm. serviraient le développement de l'ensemble. Hmm. J'ai une dernière question pour toi. On a parlé des modèles économiques de l'association, de la SCOB, de la SKIT, de ce que. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres modèles? Je pense à la DSP, c'est ça, délégation de service public. Ça fonctionne pour les piscines, c'est-à-dire que du coup là, l'éducateur est un employé. Alors c'est peut-être pas ça, mais un employé de mairie. Tu vois, il y a aussi peut-être cette piste-là. Des fois, moi, ce que j'observe, hein, tu parlais du Limougeot. Moi, là, je suis ardéchois, je suis en Ardèche. Donc je pense que c'est à peu près
les mêmes problématiques. Donc, on a effectivement des piscines en DCSP. On a aussi au sein du comité un emploi, si j'ai bien compris, à mi-temps où l'enseignant va sur trois clubs, je crois, dans le nord du département, qui sont des clubs très ruraux et qui, sans l'intervention du comité, avec un emploi à mi-temps, ne pourraient pas avoir accès à voilà, à des cours de tennis. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce qu'il y a encore d'autres modèles? Alors, la SCOP, j'ai compris que il faudrait que la mairie soit OK parce que les installations sont municipales, donc admettons un regroupement en scope de divers moniteurs de tennis, par exemple, qui viendraient ben, créer leur scope et gérer le club. Donc, il y aurait ce type de choses possibles. Il y aurait, comme pour le comité de Romardèche ou d'autres comités, je pense que j'ai vu une annonce passer aussi, ça existe, je recherche des employés territoriaux. La DSP, qu'est-ce que tu en penses? Et qu'on essaye tu vois, de balayer finalement l'ensemble des alternatives qui s'adaptent, j'ai bien compris, au contexte. Bah, il y a plein de sujets dans ce que tu évoques. Effectivement, on parlait de collaboration ou de complémentarité. On pourrait tout à fait avoir des emplois territoriaux qui soient portés par exemple par des collectivités territoriales ou des villes, enfin des municipes, enfin des communes ou des intercommunalités et qui vont avoir donc des missions de service public, intervenir par exemple dans les écoles, puisque les communes sont responsables de ce qui se passe dans les écoles, ou alors des emplois qui soient portés par les conseils départementaux qui vont intervenir dans les collèges ou par les régions et intervenir dans les lycées. Et puis en complément de ça, qui vont intervenir dans des clubs, et notamment des clubs qui n'ont pas la capacité à générer l'emploi, etc. Et donc finalement avoir un emploi qui va être à la fois public et privé. Ça pourrait être imaginé, ou alors des emplois qui soient 100% publics, et voilà, dans une mission de service public, on pourrait considérer le sport comme un bien public. Alors, Exactement. c'est à la fois pour partie un bien public, mais aussi un bien privé, hein. Je pense que c'est un bien qui est à la fois public et privé. Mais on pourrait imaginer ça. Tout à fait. On pourrait imaginer aussi, comme tu l'indiquais, alors quand tu parles de DSP, là c'est plutôt des associations sportives qui se portent Hmm. comme gestionnaires d'enceintes sportives, c'est-à-dire des collectivités qui, parce qu'elles sont aussi un peu étranglées financièrement aujourd'hui, se disent je vais plus gérer moi-même mes installations sportives, et je vais en confier la gestion à un prestataire privé. L'association sportive est un prestataire privé. C'est une personne, voilà, c'est pas public les associations, c'est privé. Et donc finalement, l'association se porte exploitante. Et donc on pourrait imaginer que, je sais pas, un club de tennis, et quand je parle d'un club de tennis, c'est un équipement de tennis, donc un complexe, sur lequel il y a plusieurs cours, qui aujourd'hui est exploité par le public, avec ce que ça implique en termes de frais d'entretien, d'aménagement, etc. Mais finalement, ce complexe-là, il est confié à une association sportive dans le cadre d'une DSP, donc à un club de tennis qui se porte donc exploitante, qui va devoir du coup assumer les coûts, mais qui va aussi encaisser tous les revenus en développant des services sportifs, mais aussi en développant tout ce qui va autour, la convivialité, un clubhouse, un restaurant, je ne sais quoi, etc. Et donc, il va pouvoir structurer aussi son modèle économique. Donc ça peut faire partie des pistes. Encore une fois, tous les clubs ne vont pas forcément être dans cette tendance-là. Hmm. Donc oui, ça c'est une possibilité. La DSP, l'emploi public privé, et puis ce que tu indiquais est tout à fait vrai, ça peut être vraiment valable pour des territoires ruraux. Finalement, se dire qu'une ligue régionale ou un comité départemental porte un emploi, voire plusieurs emplois, en confiant à ses salariés des missions, on va dire, administratives et ou par exemple de formation au niveau de la ligue et ou du comité, Oui. et en complément de ces missions pour la ligue et le comité, finalement, bah, met aussi à disposition de certains clubs de son territoire, alors pas l'Ardèche, Limousin, effectivement pas à 4 heures de route, mais pourquoi pas dans une zone de chalandise acceptable, à des clubs. Et donc finalement se dire, bah, je vais avoir un temps plein dans la ligue ou dans le comité, je sais qu'il va pas faire un temps plein ou que la personne va pas faire un temps plein dans ma ligue ou mon comité, mais par contre, je sais qu'autour de moi, il y a des clubs, et donc je vais lui donner des missions de développement de la discipline au niveau départemental ou régional, des missions de formation, et en complément, 2 heures dans ce club-là, 5 heures dans ce club-là, 4 heures dans l'autre club, et finalement, tout ça, ça fait un temps plein. Ça sécurise une situation professionnelle. On a Hmm. un salarié qui va être plutôt là, du coup, en CDI avec un salaire de temps plein, donc qui soit SMIC, plus que le SMIC, 3 000, 4 000, 5 000, j'en sais rien, euros en fonction des possibilités. Et donc finalement, ça sert le développement et la structuration d'ensemble. Donc oui, je pense qu'il faut aujourd'hui être très ouvert à l'ensemble de ces solutions. Puis encore une fois, pas forcément une solution unique, peut-être plusieurs solutions qui vont être très variables en fonction
des territoires, l'arc des choix que tu es, forcément, va pas résonner de la même façon que des Mm. clubs en région parisienne. Voilà, c'est Oui, pas du tout la même oui, bien sûr. configuration, la même organisation, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi garder cette souplesse d'organisation, adaptée au territoire, adaptée aux attentes et aux envies de chacun. Mm. Pendant que tu parlais, j'ai eu cette dernière idée, parce que quand tu parles public-privé, je me dis, il y a le CNOSF aussi. Je pense au ministère des Sports, mais je pense pas qu'ils aient vocation à salarier des éducateurs sportifs. En fait, sous la forme, comment le dire, peut-être d'un fonctionnariat ou autre, tu vois. Et si on considère que effectivement le sport est un bien public, mais aussi privé, mais que c'est une grande cause nationale pour tout ce qu'on sait sur les bienfaits du sport, pour la santé mentale, la santé physique, la prévention des maladies, etc. On pourrait aussi imaginer, j'en suis juste à l'étape d'imagination, que ben oui, une partie du salaire ou le salaire des éducateurs sportifs soit pris en charge par une autorité de tutelle étatique, ministérielle ou le CNOSF aussi. Alors, moi, je ne crois pas tellement à Mm. l'intervention du CNOSF sur ce secteur-là, parce que Mhm. le CNOSF, voilà, il représente l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, donc l'ensemble des fédérations et membres. Par contre, je pense peut-être plutôt à des interventions fédérales. Et par exemple, j'ai évoqué mon propre parcours. Mhm. Moi, j'ai été salarié de la Fédération française de judo, mis à disposition de la Ligue régionale de Franche-Comté. En Yes. tant que, bon, j'étais pas encadrant, hein, je faisais pas de judo, justement, c'est pour ça que j'avais été recruté d'ailleurs. Mais j'étais sur de la direction administrative de structure. Et en fait, je travaillais pour la Ligue et je travaillais aussi pour les comités départementaux. Ben, on pourrait tout à fait imaginer, et la Fédération française de rugby le fait aussi. La Fédération française de rugby a recruté des agents de développement qui ont été mis à disposition dans les ligues. La Fédération française de foot aussi. Alors, c'est des fédérations qui ont des moyens. Je ne Mm. parle pas de petites fédérations. Mais on pourrait quand même Mm. imaginer des fédérations qui puissent s'impliquer avec, et ça serait aussi un service rendu à ses membres, hein. Les membres des fédérations, ce sont les clubs, hein. Les fédérations sont des fédérations de clubs. Et au final, on pourrait se dire, pourquoi pas avoir des emplois qui soient mutualisés, portés au niveau fédéral, et qui soient territorialisés et qui vont servir le développement de l'ensemble. Ça pourrait être une possibilité. Ça permettrait aussi de mieux identifier la fédération et ses services. Et donc, Mhm. pourquoi pas imaginer ça à l'avenir. Moi, je pense plutôt que ça pourrait se passer au niveau des fédérations plus Mm. qu'au niveau du CNOSF. Le Mm. CNOSF, pour moi, par contre, et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de la campagne électorale, alors qui s'est un peu essoufflé parce qu'il n'y a plus qu'une seule candidate à la présidence, mais savoir quel service apporte le CNOSF aux fédérations. Et moi, je pense plutôt que le CNOSF doit apporter des services sur justement de l'analyse de l'évolution de la pratique, des conseils à des fédérations, parce que quand on parle de fédération, il y a le tennis, il y a le foot, il y a le rugby, il y a les grosses, mais il y a aussi plein de petites, beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites qui n'ont pas forcément la capacité à avoir des personnes dédiées à ça. Donc, apporter des éléments de réflexion, des conseils sur la façon de développer, de structurer une activité, etc. Parce que le CNO doit être plutôt au service de ces fédérations et que les fédérations elles-mêmes doivent être au service du développement de leur discipline, quitte à aussi imaginer des collaborations croisées, comme on disait tout à l'heure, notamment sur le terrain. Je suis pas trop partisan, enfin, au CDES, on n'est pas trop partisan de l'approche descendante. Je pense que l'intelligence, elle est aussi, elle vient d'en bas. Il faut que ça se structure au niveau des territoires et que ça puisse remonter et que chaque territoire s'organise en fonction de ses propres caractéristiques et spécificités. Ouais. Merci beaucoup, Christophe. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité ou l'actualité du CDES si on est intéressé par l'économie du sport? Alors sur le CDES, on a un site internet www.cdes.fr, on a une page LinkedIn aussi, CDES Limoges, Ok. et puis bah, pour ma propre actualité qui est intimement liée à celle de mon employeur, bah, c'est aussi globalement beaucoup sur LinkedIn aujourd'hui. J'utilisais beaucoup Twitter à une époque, mais ce Oui. réseau social est Mhm. devenu très asocial et donc je l'utilise beaucoup moins. Mhm. Je comprends. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ton temps. Merci à C'est toi. très, très intéressant. Et puis je posterai ça sur le Facebook du syndicat Premier Service et puis on attend vos réactions. Ciao, merci beaucoup. Merci.